Imaginez, un jour vous vous sentez anxieux et dépressif. Après la prise d'un traitement, votre état ne s'améliore pas. Au contraire même, il empire. Vous avez du mal à marcher, vous tremblez, vous commencez à perdre la mémoire, à avoir du mal à vous orienter et à communiquer, et vous commencez à avoir des crises d'épilepsie. Votre état se dégrade au fil des mois sans pouvoir en guérir. Puis un jour, c'est la fin. Salut, j'ai parlé sur cette chaîne du virus Ebola, du HPV, du botulisme et j'en passe. Cependant, tous ces agents pathogènes ne sont pas si effrayants, selon moi. Car en soi, on peut les éviter, ou en guérir, ou même, on n'en meurt pas forcément. Typiquement, Ebola, il y a des vaccins, ou encore un taux de létalité de 70 à 90%, soit à peu près 30 à 10% de survie. La grippe et le botulisme, c'est pareil, vaccin, traitement, ou encore taux de létalité élevé, mais pas de 100%. À la limite, il y a que la rage qui tue dans 100% des cas, mais il y a le vaccin antirabique qui, s'y fait à temps, empêche de contracter la maladie. Enfin, si tu tombes sur une souche qui peut être niquée par le vaccin. Mais là, je parle d'un agent où le seul moyen de ne pas canner de la maladie quand on l'attrape, c'est de passer à Leroy Merlin, s'acheter une corde et un tabouret. Un agent infectieux dont tu sais d'avance que c'est fini, t'es condamné directement. Bref, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'agent pathogène le plus terrifiant existant sur cette terre, j'ai nommé le prion. Avant de parler de notre agent infectieux du jour, remontons un peu dans le temps, pour aller précisément en 1732. Une mystérieuse maladie recensée chez du bétail, précisément le mouton de race Mérino en Espagne. Les symptômes sont les suivants. Troubles moteurs, comme des tremblements et de l'incoordination, qui va donner son nom à la maladie, tremblote du mouton, et un trouble comportemental, comme des démangeaisons intenses, léchage excessif, réflexe de mordillage, chute de laine ou encore un changement de l'état mental, comme un grincement des dents et de l'agressivité. Il y a aussi un amaigrissement et la maladie se termine par la mort de l'animal. Et personne ne sait ce qui provoque cette maladie. Des mesures vont être prises au Royaume-Uni, comme l'interdiction du transport du bétail suite à une épidémie, mais ça n'ira pas plus loin. Au fil du temps, les chercheurs vont essayer de trouver l'agent causal. En 1848, il est supposé qu'il provient d'un parasite nommé Sarcosporidium, mais sans succès. Ou encore en 1899, où il est supposé que la tremblote soit causée par un virus, car l'agent est filtrable, et qu'en 1892, Ivanowski, suivi peu de temps après en 1896, Bergerac découvre les virus. Je simplifie énormément, mais vous avez capté. Et que, malheureusement, on n'avait pas de microscope électronique ou de technologie avancée. En 1920 et 1921, deux chercheurs, Hans Gerhard Creutzfeldt et Alphonse Maria Jacob, deux neurologues, découvrent une nouvelle maladie neurologique qui va être nommée la maladie de Creutzfeldt-Jacob, dans le groupe nouvellement créé des encéphalopathies spongieuses. Après ça, les avancées sur savoir ce qui cause la maladie sont toujours compliquées. Personne n'arrive à le cultiver efficacement, vu qu'il est filtrable, il est considéré comme un virus, donc les solutions inactivant les virus, comme la formaline, les UV qui attaquent le génome ou les chocs thermiques, attaquant les protéines, se sont avérées inefficaces face à l'agent pathogène. Vraiment, ça pédale dans la semoule. Et ça va très peu avancer jusqu'à les années 1950. Daniel Carleton Gage-Dussek est un virologue américain. Il va être contacté par Vincent Zigas, médecin chargé par le ministère de la Santé publique australienne de la prise en charge de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Océanie, en 1957, afin d'étudier une mystérieuse maladie qui sévit depuis 2 ans dans la tribu cannibale des Forts. Les symptômes sont les suivants: perte d'équilibre et de la coordination des mouvements volontaires, tremblement du tronc, de la tête et des extrémités avec difficulté d'élocution, mais aussi une hyperthermie et des myoclonies. Les symptômes s'aggravent avec le temps, menant à la mort. Il va découvrir que cette maladie est transmissible d'individu en individu via la gestion de chair des malades. Oui, car cette tribu avait un rituel mortuaire spécial. Lorsqu'un individu crevait, les femmes et les tout-petits, les plus atteints par la maladie, consommaient les yeux, les viscères, mais aussi le cerveau du défunt, et les hommes ingéraient les muscles et le cœur, car cela représentait la force. Donc en soi, on peut dire que c'est la faute du patriarcat. Dès lors que le lien a été fait, le cannibalisme fut interdit et les cas diminuèrent drastiquement. Cette maladie sera nommée le kourou, qui signifie trembler de peur, de froid ou de frisson, par la tribu, et son agent sera putativement nommé le virus kourou. Cependant, le lien entre les encéphalopathies spongiformes et le kourou n'est pas établi par Gage-Dussek. Il faudra attendre que William Hadlow découvre le kourou via une exposition de photos d'individus atteints de la maladie en 1959 pour qu'il fasse le lien entre la maladie de Creutzfeldt-Jacob et le kourou. Par la suite, il écrivit à Daniel. Le chapitre sur le kourou ne donne toujours pas d'indication de si c'est vraiment un virus qui est responsable de la maladie, mais permet de se rendre compte que la maladie est transmissible d'un être vivant à un autre. D'ailleurs, Gage-Dussek va le démontrer en infectant des chimpanzés, qui contracteront le kourou. Une question reste en suspens. C'est quoi qui provoque les encéphalopathies? Parce qu'en soi, on n'a pas de vraie preuve que c'est bien un virus. C'est juste une hypothèse car l'agent est filtrable et que c'était comme ça que les chercheurs identifiaient les virus. Mais sinon, on n'a jamais pu le cultiver efficacement. Mais en 1967, cela changea lorsque 3 chercheurs, Tigva Alper, I.H. Pattison et John Stanley Griffith,
Non, pas ce connard. Voilà. On t'émet une hypothèse assez intéressante. La tremblote est due à une protéine. Autant dire que ça n'a pas plu à beaucoup de scientifiques, car c'était en contradiction directe avec le dogme de la biologie moléculaire proposé par ce fils de pute de Crick. Par chance, des chercheurs ont poursuivi l'hypothèse de Griffith et ont permis de donner de plus en plus de crédibilité à son hypothèse. Mais celui qui va le plus nous intéresser, c'est Stanley Prusiner, qui lui, il en avait rien à foutre. Il va nommer cet agent Proteinaceous Infectious Particle, ou plus communément appelé prion. Et pour confirmer cela, des études vont être faites pour le prouver, comme la présence de la protéine dans les cerveaux des individus malades, de la dénaturation de la protéine, ou encore que l'utilisation de nucléases, protéines dégradant l'ADN, ou des UV qui ne marchent pas sur le prion. Enfin, on y est. L'agent causal de la tremblote, de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, du kourou et d'autres a été enfin identifié. Mais ça marche comment? Et même, pourquoi est-ce l'agent infectieux le plus terrifiant? D'où vient le prion à la base? C'est une protéine, donc elle provient d'un gène. La question est super conne, c'est vrai, mais de quel gène provient-il? Ou du moins, de quel organisme? La réponse est super simple. Le prion provient de... Eh bien de nous. En fait, le gène prion n'est pas dangereux à la base. Elle a possiblement un rôle dans la formation des neurones, bref, elle est pas là pour faire chier. C'est une protéine codée par le gène PRNP et possède une chier de fonctions. La maintenance de l'homéostasie des ions, en gros l'équilibre des ions dans les cellules, dans la signalisation, l'adhésion cellulaire, une régulation du cycle circadien, en gros les processus biologiques qui se passent en 24 heures, mais surtout le développement neural, le guidage axonal, la formation des synapses, la neuroprotection et la maintenance de la myéline. Bref, vous avez compris qu'elle est importante et très présente dans le cerveau. Cependant, elle peut devenir défectueuse. Pour faire simple, lorsqu'une protéine est traduite, elle doit adopter une conformation spécifique. Si elle n'a pas la bonne forme, elle est dégradée et recyclée. Dans le cas du prion pathogène, elle se replie mal, sans qu'on sache pourquoi, et elle n'est pas dégradée. Structurellement, la protéine fait 210 acides aminés, possédant 2 feuillets bêta et 3 hélices alpha. La version mal formée, quant à elle, est enrichie de feuillets bêta. Donc forcément, un aussi gros changement de repliement va au mieux entraîner une perte de fonction, au pire, provoquer une maladie bien sévère. D'ailleurs, une idée assez répandue dit que la majorité des cas d'encéphalopathie spongiforme s'attrapa par ingestion de produits animaux. Eh bien, c'est faux. Cela représente max 2% des cas de maladie à prion. 1% c'est par infection iatrogène, donc pendant une opération médicale, et 15% par facteur génétique, qui fait que grossièrement les individus vont la déclarer assez jeune. Normalement c'est vers la quarantaine comparé aux cas par mutation génétique. Et le reste, 85%, sont des cas sporadiques. Autrement dit, vous avez plus de chances de choper la maladie par le hasard que par l'ingestion de viande malade. Et là enfin, on va s'attaquer à la maladie et de comment elle se manifeste. Avant de parler des symptômes, il faut parler du temps d'incubation, c'est-à-dire le temps entre l'infection et l'apparition des premiers symptômes. La grippe, c'est en quelques jours. Ebola, dans le pire des cas, c'est quasiment un mois. Et la rage, dans le meilleur des cas, c'est 2 mois. Et bah le prion, c'est l'agent infectieux avec la plus grosse période d'incubation, hein. Car dans le meilleur des cas, il faudra attendre 5 ans avant de déclarer les premiers symptômes, mais généralement, c'est au bout de 10 à 15 ans que vous déclarez la maladie après avoir chopé le prion, et des cas ont été recensés à plus de 20 ans. Les maladies à prion, c'est un bordel. Il y en a une chier. Creutzfeldt-Jakob et ses variantes, l'insomnie familiale fatale, ce nom que je ne prononcerai pas, ou encore le kourou. Et ça, c'est seulement en restant dans les maladies humaines et non animales. Et je ne parle pas de la chier de souche de prion qu'il peut y avoir. Je vais me focaliser que sur Creutzfeldt-Jakob, car c'est ma vidéo, je fais ce que je veux, et que dans tous les cas, ça se ressemble pas mal. Les premiers symptômes sont non spécifiques, entre une dépression, des troubles du sommeil, insomnie ou encore de l'anxiété. Contrairement à la période d'incubation, les symptômes vont s'enchaîner très vite. Divers symptômes neurologiques peuvent apparaître comme des myoclonies, secousses musculaires, des troubles de l'équilibre, de la vision ou encore de la coordination des mouvements, appelés ataxie. Je vous mets une liste de divers symptômes si vous voulez en savoir plus. Le symptôme principal, c'est la démence, qui en gros se résume à une perte ou altération des fonctions cognitives. Et en gros, des exemples de symptômes de démence sont... tout ce que je vous ai dit en fait. La maladie s'étale sur 4 à 8 mois, voire un an. Ça finit par un coma puis la mort, dans 100% des cas. Eh ouais, vous avez un prion, vous êtes foutu. Surtout qu'il n'y a aucun traitement, à part la corde et le tabouret. Et il n'y a aussi aucun vaccin. Et que c'est aussi dur de détruire un prion. Beaucoup sont résistants à différentes protéases et à des températures extrêmes. Et pour couronner le tout, votre chance de contracter le prion est due au hasard. Et là, au vrai hasard. La majorité des cas sont sporadiques, autrement dit, juste car une protéine s'est mal repliée et n'a pas été dégradée, vous êtes niqué. C'est pour ça que je considère cette maladie comme étant la plus effrayante, car il n'y a aucun moyen de s'en prémunir et d'en survivre. Ok, j'avoue, il y a bien une solution qui empêche, ou du moins réduit la possibilité d'avoir la maladie à prion. Quelle est donc cette solution? Votre génétique. C'est pas une blague. Il y a un polymorphisme au niveau du codon 129 du gène PRNP. 50% de la population est homozygote, donc deux copies du même allèle, méthionine-méthionine ou valine-valine. Et 50% sont hétérozygotes méthionine-valine. Et bah, si vous êtes homozygote, vous êtes niqué. Ce n'est toujours pas une blague. Il a été observé que la grande majorité des cas sporadiques ou iatrogènes, donc une infection suite à une opération médicale, sont homozygotes. Et pour la quasi-totalité des patients atteints de variantes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, en Grande-Bretagne, le sont aussi. Visiblement, être homozygote semble jouer un rôle dans la susceptibilité de déclarer une encéphalopathie spongiforme.
Bon, maintenant que j'ai rendu anxieux tout le monde, intéressons-nous à la mécanistique du prion. Je vais rester assez synthétique, car je n'ai pas envie que la vidéo dure 3 heures. Déjà, comment la protéine mal repliée se reproduit? Ça n'a pas d'acide nucléique, donc c'est un peu compliqué. Eh bien, c'est simple. Elle va transformer des protéines saines en protéines scrappy, en entrant en contact avec ces dernières. Elles vont donc changer de conformation et devenir scrappy à leur tour. Ceci est facilité par les fibrilles amyloïdes. Ce sont des agrégats de prions, formés grâce aux multiples feuillets bêta, qui possèdent plusieurs rôles. La première est dans l'infection. Ces derniers rendent infectieuse ou facile l'infection et les rendent plus résistantes à la dégradation par des protéases. Deuxième rôle que j'ai évoqué, c'est l'aide à la conversion des protéines saines en protéines malades. Et le dernier, c'est son rôle dans la maladie, même si c'est assez débattu. Ce sont des dépôts insolubles qui participent à l'euphémisation spongiforme, la mort neuronale et la dysfonction synaptique. Maintenant, passons à la protéine seule. Tout se passe dans le neurone. Pour commencer, le prion peut entrer dans la cellule par la formation d'un endosome. Et là, il va se passer plein de trucs. Un premier truc que va faire les prions, c'est déstabiliser la protéostasie de la cellule, en perturbant le système de protéasome, qui permet la dégradation des protéines mal formées, favorisant in fine l'apparition de prions. Le prion produit ainsi une cascade de signalisation provoquant la formation de ROS, forme réactive de l'oxygène, qui peuvent endommager la cellule et in fine la tuer. La protéine a aussi une action sur le réticulum endoplasmique, en provoquant un stress, favorisant la conversion de protéines saines en prions, et la malformation d'autres protéines. Et s'il y a une trop grosse accumulation de protéines mal formées, cela déclenche une cascade de signalisation entraînant la mort cellulaire. Mais ça ne s'arrête pas là. À cause des prions, une forte quantité de calcium va être libérée dans le cytosol par le réticulum endoplasmique. Et foutre le zbeul. Ça va déréguler des protéines, comme la CAN, qui est une phosphatase. À cause du calcium, elle va être hyperactivée. Beaucoup de protéines vont être déphosphorylées, comme la BAD, qui va déclencher la mort cellulaire médiée par mitochondrie. Pour en rajouter une couche, la protéine CREB, qui est déphosphorylée à cause de la CAN, hyperactivée, ne peut plus aller dans le noyau pour exprimer les gènes impliqués dans la plasticité synaptique. Et cela va induire des lésions synaptiques, qui peuvent aboutir à la mort neuronale. Voilà, je pense avoir dit les grosses lignes de la pathogénicité des prions. En résumé, c'est un bordel monstre. Avant de passer à la dernière partie, j'aimerais faire un petit aparté sur l'encéphalopathie des cervidés. Il y a quelques années, les médias en avaient parlé du virus prion. Alors c'est un virus qui est en train de toucher les cervidés comme les cerfs ou encore les élans. Le virus a été repéré dans certains pays comme les États-Unis, la Norvège ou encore la Corée du Sud. En fait, le virus fait partie des maladies à prions qui en fait attaquent le cerveau, tout comme le virus de la vache folle qui lui en l'occurrence est transmissible à l'homme. Qui transformait les cervidés en sorte de zombies aux États-Unis. Le PRP-CWD infecte les animaux par voie orale ou directe et possiblement par insectes vecteurs comme la tique. Mais ce qui est très intéressant avec ce prion, c'est qu'il est capable de se disséminer durant la phase asymptomatique, via les selles, les urines ou encore la salive. Autre problème, c'est que ces prions sont capables de persister pendant des années dans les sols. Ah, et le plus drôle, c'est que in vitro, donc on prend cela avec des passettes, la PRP-CWD est capable de convertir la PRP humaine. Donc possiblement, il peut y avoir une zoonose. Voilà, donc avec un peu de chance, ça va réguler les chasseurs. Bon, on va finir la vidéo sur un truc moins compliqué et plus fun. Enfin, tout est relatif. Tout commence à la fin des années 80, précisément en 1986, où une nouvelle maladie fait son apparition chez les élevages bovins, l'encéphalopathie spongiforme bovine, aussi appelée maladie de la vache folle. En 1991, premier cas de vache folle en France suspecté, entraînant l'abattage de tout le troupeau. Tiens, ça me rappelle quelque chose. En 1993 et 95, plusieurs éleveurs britanniques, de troupeaux dans lesquels des cas de vache folle avaient été détectés, meurent de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Il faudra attendre l'année d'après pour que le ministre de la Santé britannique révèle qu'il y a bien eu 10 cas de variant de Creutzfeldt-Jakob. Donc là, grosse panique générale. La peur de contracter la maladie de la vache folle va entraîner des décisions pour éviter une grosse épidémie de maladies à prions. Notamment, on peut citer un embargo à la Grande-Bretagne sur l'importation de viande bovine. La France va l'imposer du 27 mars 1996 jusqu'en 2002. En 97, le ministre de l'Agriculture décida d'abattre l'intégralité des veaux d'origine britannique, alors qu'il suffisait juste de ne pas les bouffer. Je sais pas, ça me semble logique. Les consommateurs achètent moins de viande bovine, faisant de grosses pertes économiques à l'industrie de la viande bovine, au profit de la viande de poulet qui a augmenté son chiffre d'affaires. Comme quoi, le malheur des uns fait le bonheur des autres. En France, la baisse allait de 15 à 25%, et jusqu'à 45% pour les abats. On peut aussi citer le scandale Buffalo Grill où pendant l'embargo, la firme a continué de se fournir en viande bovine britannique, ce qui était interdit et extrêmement dangereux pour les consommateurs, niquant la réputation de l'entreprise. Et c'est mérité. Au Royaume-Uni, forcément, ça a été plus dévastateur. La consommation de viande a énormément chuté, de 15 à 25% quand même, baissant les chiffres d'affaires, l'interdiction d'exportation n'a pas aidé, plus l'abattage de tous les troupeaux a été le coup de grâce. Par contre, si vous êtes fut-fut, vous devriez vous demander comment c'est possible qu'autant de vaches déclarent la maladie. Vu que c'est un prion, pour le propager, faut faire du cannibalisme. Eh bien, c'est ça la réponse. Du cannibalisme. En fait, on nourrissait le bétail avec de la farine d'origine animale et de déchets d'abattoir, jusqu'en 89, depuis la crise de la vache folle. L'intérêt était de donner un bon apport en protéines au bétail à moindre coût. Et malheureusement, il y avait de la farine produite d'un animal ou des animaux qui avaient développé une encéphalopathie spongiforme, expliquant de multiples cas dans différents élevages, et non un cas isolé. D'ailleurs, ça n'aurait jamais dû arriver. En effet, outre le fait que le principe n'est pas ouf, normalement la farine était traitée avec des solvants organiques comme de l'hexane, qui est toxique, afin de les dégraisser. Puis on nettoyait tout ça à la vapeur à 125 degrés, pour retirer un max de traces de solvant. Le problème
problème, c'est qu'il y a eu un accident en 1970 poussant l'arrêt de l'utilisation de l'hexane, ce qui permettait de nettoyer à plus faible température, qui n'était pas suffisante pour éradiquer les prions. Et même on est sûr que c'est ça, car les élevages en Écosse s'étant fournis en farine animale traitée à l'hexane à 125 degrés n'ont pas eu de problème de vache folle. Ce qui est intéressant avec cette crise, c'est tout l'aspect éthique, voire philosophique. Grâce à cette crise, la population a pu savoir comment était nourri le bétail, et ce n'était pas fameux, mais aussi a pu remettre au goût du jour la place de l'animal dans le débat public et les questions antispécistes. Bref, il est supposé que le nombre de victimes humaines de l'épidémie de vache folle s'élève à environ 223 morts, dont 177 en Grande-Bretagne et 27 en France. Mais bien évidemment, l'histoire des prions ne s'arrête pas là. Voilà le truc qui m'a donné envie de faire cette vidéo, les cas de contamination à l'INRAE, et je regrette tellement. En 2010, une assistante ingénieure nommée Émilie Jomain travaillait dans un laboratoire de l'INRA, aujourd'hui INRAE, au sein de l'unité de recherche en virologie et immunologie moléculaire, à Jouy-en-Josas, Yvelines. Elle bossait sur les prions, logique, et le 30 mai, elle réalisait des coupes au cryostat concernant des souris transgéniques humanisées inoculées avec un variant de maladie de Creutzfeldt-Jakob. Malheureusement pour Émilie, elle s'est coupée avec un outil imprégné de prions. Après avoir lavé 15 minutes la plaie avec de l'eau de javel, elle déclare ça comme un accident de travail. Et puis en 2019, elle meurt de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, à l'âge de 33 ans, le 17 juin. Sa famille déposa plainte pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui, et l'INRAE a été reconnu coupable, versant des dommages et intérêts à la famille de la défunte, et a été suspendu temporairement de faire de la recherche sur les prions. Et c'est mérité, car les prions c'est l'agent pathogène le plus dangereux du monde. Il faut des mesures de sécurité en béton armé dignes d'un P4. Malheureusement pour l'INRAE, en 2021, un agent retraité est également mort de Creutzfeldt-Jakob, qui va entraîner une rallonge du délai d'interdiction de travailler sur les prions. Voilà, cette vidéo est enfin finie et putain quel enfer ça a été, enfin surtout la partie pathogénie, à écrire. J'ai envie de dire que c'était la vidéo la plus complexe à écrire, mais je me rappelle que j'ai le texte sur la rage à finir, et que c'est aussi une purge. Note à moi-même, la neuro ça pue. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à lâcher un like, à partager la vidéo et à vous abonner, et je vous dis possiblement à une prochaine fois.